je me passionne un petit peu pour cette histoire de la Bretagne, donc de tous ces mots que l'on appelle l'étymologie, comme par exemple, qu'on prenne uniquement ici le nom de Carpentaine, qui est le lieu-dit dans lequel on se trouve. Donc là, vous trouvez le mot Caire. Le mot Caire veut dire village, ville. Et donc c'est un mot qui est apparu dans la langue bretonne au XVe siècle. Auparavant, c'était le mot l'âne. Et donc le mot Carpentaine, alors il y a certains qui s'amusent à faire une traduction étymologique, mais qui pour moi ne convient pas, qui est Caire, donc village, ville, Ouan, hiver, et Ten, coup, dur. Alors, certains vont dire, oui c'est ça, c'est là où le village est dur, non c'est faux, puisque on est d'abord dans un creux, puis qu'il ne fait pas froid, et que c'est une erreur. Par contre, il y a le mot qui est contracté, qui est Guanten. Guanten veut dire quoi? Guanten veut dire, quand on parle d'une jeune fille, d'une femme, si elle est belle, si elle est charmante, on dit elle est Guanten, elle est élégante, elle présente bien. Et donc c'est davantage, je pense, dans ce sens-là qu'il faut prendre ce lieu dit. Après, donc on a aussi des mots qu'on va voir, par exemple le mot plou et plot. Le mot plou, plougon-vin, et tous ces mots-là du Nord Finistère. Et par contre, assez marrant, dans le Sud on dit plot. C'est parce qu'il y a eu une contraction du mot, et donc plou veut dire village, agglomération, groupe, mais c'est avant le XVe siècle. On a le mot ilis aussi, qui veut dire église, l'âne ilis. L'âne, lui, veut dire ermite, donc l'église de l'ermite. Et après, il ne faut pas confondre non plus avec le mot l'âne, lande, qui est autre chose. Mais on pourrait faire un rapprochement entre les deux, parce que bien souvent, le l'âne, l'ermite, vivait dans les Landes. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un mélange des deux mots? C'est fort possible. Donc il y a ça, et puis alors il y a une passion aussi pour laquelle je m'intéresse énormément, c'est l'histoire de la Bretagne, parce que c'est très intéressant de revoir l'histoire de France, mais vu d'un œil différent, vu de l'autre côté, parce que bien souvent, nous n'avons pas été très copains avec les Français. C'est assez amusant, bien que tout aussi amusant, il n'y a jamais eu d'université bretonne, et que donc tous les lettrés bretons, depuis tout le temps, ont fait leurs études en France. Ils allaient à Angers, ils allaient à Montpellier, donc tous les notaires et la plupart de ces gens-là étaient des lettrés qui écrivaient soit en latin, soit en français, en vieux français. Le breton n'était pas la langue des notaires, par exemple. Bien qu'on trouve des textes en Basse-Bretagne, chez nous ici, donc il faut considérer que la partie bretonnante, c'est un peu si on tire un trait de Vannes à Saint-Brieuc, et donc toute cette partie qui se trouve côté mer, et la partie bretonne, l'autre partie étant la partie que l'on dirait gallo. Donc voilà. Le breton était la langue des campagnes. Ah bon? C'était d'abord surtout une langue orale, qui était parlée avec les gens qui étaient se trouvaient donc du côté mer de la Bretagne, de la Pointe, là, où en gros, Finistère, une partie du Morbihan, une partie des Côtes d'Armor. Si on revient au niveau des évêchés, on pourrait parler qu'il y avait l'évêché de Saint-Paul, parler de l'évêché de Quimper, Cornouailles, le Vantais, Vannes, et disons Triguier. Alors ensuite, on a eu une histoire assez marrante quand le père Maunoir a voulu venir évangéliser les Bretons. Il s'est rendu compte qu'il y avait plein de petits dialectes. Donc il a été le premier à mettre en forme et surtout à mettre en écriture la langue bretonne. Immédiatement, ça a été un tollé extraordinaire parce que la langue bretonne qui avait été retenue, puisque à ce niveau-là, ceux qui prononcent bien le breton en prenant toutes les lettres, ce sont les gens du Nord Finistère, le pays léonard, le pays extrêmement catholique. Et puis la Cornouaille, elle, qui avait un breton où, quelque part, on avait tendance à contracter les mots. Par exemple, on peut prendre un exemple qui est simple, c'est par exemple le mot pomme. Pour nous, Cornouaillais, on va dire aol. Pour les gens les léonards, ils vont dire aval. Mais nous, on a contracté le mot aval, on a enlevé le V, et puis hop, on a fait. Et alors, ils vont dire avalou pour un pluriel, pour dire des pommes. Et nous, on va dire aoulou. On a contracté. Et donc, hop, sinon, la langue est exactement le même. Et après, il y a eu, et là, je n'ai plus le nom en tête,
Alors ce qui est intéressant à prendre en compte aussi, ce sur quoi il faut s'interroger, c'est de se dire, mais comment se fait-il que l'unité bretonne se soit faite? Bon, l'unité, la Bretagne a toujours existé en tant qu'identité. En raison des dialectes qui oui, mais non seulement ça, il y a eu surtout le fait, et ça il ne faut pas l'oublier, c'est qu'en 1789, les provinces ont été démantelées. Et que donc, à partir de là, la province n'existait plus, la province Bretagne avait disparu, transformée en département. Et alors là, il y a une chose qui s'est passée qui est extrêmement intéressante, c'est qu'à la chute de l'Empire en 1815, il y a eu la création à Paris de l'Académie celtique. Et cette Académie celtique a donc remis en place au centre la Bretagne. Et la Bretagne a été dans les années 1815 jusqu'aux années, dans toute la période du romantisme d'ailleurs, où la Bretagne était considérée comme étant une région exotique, où par exemple il y avait un écrivain breton qui s'appelait Auguste Briseux, qui a écrit des poèmes de Marie, qui a fait également une épopée sur les Bretons, qui était aussi célèbre que Chateaubriand à cette époque-là. Chateaubriand qui était également un Breton, il ne faut pas l'oublier. Donc, à travers ce romantisme, la Bretagne avait pris énormément d'importance. Et d'ailleurs, Briseux, disons, devait rentrer à l'Académie française, mais à 38 ans, il en est mort. Donc voilà, moi, donc suite à cette place qu'avait donc la Bretagne au moment du romantisme, mais ce sur quoi je m'interroge actuellement, c'est de me demander comment les gens se sentent encore bretons, comment cette présence, cette identité un peu à part puisse rester présente, alors que la langue bretonne est très peu employée, que l'expression intellectuelle bretonne se fait surtout en grande partie à travers nos cousins gallois, écossais et irlandais. Donc je me demande et je m'interroge pourquoi cette notion d'identité de breton puisse rester toujours aussi présente dans le monde actuel. Donc j'ai énormément voyagé. Partout où je suis allé, j'ai trouvé des amicales de bretons. Oui. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, j'ai trouvé des amicales de bretons. Et qui étaient extrêmement vivantes, présentes. Et on voit même à travers l'économie actuellement, les Bretons s'entraident dans l'exportation. Et je me demande pourquoi ça n'existe pas. Bon, il reste l'Alliance française, c'est important, mais c'est quelque chose d'extrêmement académique, que je trouve même assez superficiel. Et ça m'a toujours interrogé. Que je sois allé, au Canada, ça se comprend. À New York, par exemple, il y a une forte délégation bretonne, même à Paris. Pourquoi faut-il qu'il y ait une présence bretonne, qu'il y ait une maison de la Bretagne, par exemple, à Paris, qui soit vivante? Pourquoi est-on breton? Quelque chose de positif à retenir lorsqu'on parle justement de Front Libération de la Bretagne, la LB et tout ça. Il y a quand même une chose que je trouve importante et sur laquelle on n'a pas peut-être assez tenu compte, c'est que le fait qu'il y ait eu ce comportement des autonomistes a fait en sorte que le littoral breton ne soit pas accaparé par des constructions et par le bétonnage. Parce que le plasticage étant là, les gens ne sont pas venus s'installer en bordure de mer, et ce qui est certainement, même maintenant, une chance pour nous. C'est que le mer reste extrêmement protégé par rapport à toutes les régions de France, toutes celles qui sont, par exemple, au bord de l'Atlantique, à partir de Nantes pour descendre jusqu'à Biarritz, qu'on prenne la Baule et tout ce qui s'ensuit, les constructions sont sur la plage. Tandis que chez nous, en Bretagne, on ne voit pas ça. Et c'est dû avec le Front de la Libération de la Bretagne, qui était extrêmement actif dans les années 70. Voilà un peu une explication où parfois tout n'est pas négatif dans le comportement des gens.
Ici, on arrive au point essentiel pour toute habitation, pour toute vie, c'est l'eau. Et donc ce puits, il a une place importante. Et quand on regarde, si on pouvait voir l'intérieur d'ailleurs, on verrait que tout ceci a été maçonné avec de la pierre d'un bout à l'autre, c'est de façon magnifique. Et après, il reste la partie extérieure qui exprime en gros la richesse des gens à cette époque-là, de pouvoir faire un puits de cette façon-là, en granit, avec des stries là-dedans, donc ajourées, représente un peu ce que c'est qu'un puits de valeur. Alors ce puits, il a également une histoire qui est très intéressante. C'est que c'est un puits sur lequel il y a une date, 1798. Il est vrai que ça peut paraître banal, puis je veux dire au fond, oui, comme sur toute maison, il y a des dates, mais ici, sur ce puits, 1798 prend tout son sens. C'est parce que nous sommes, disons, 9 ans après la Révolution française, l'abolition des privilèges. Mais c'était quoi les privilèges? C'était les droits de l'eau, les droits du moulin, les droits du four. Donc ici, on trouve les différents points où la notion de propriété de tous ces gens qui devaient aller chez le seigneur, leur seigneur, pour pouvoir avoir de l'eau ou avoir du pain, il fallait qu'ils passent donc par chez le seigneur et payer un droit. Et donc cette notion, cette capacité à pouvoir posséder son eau et sa farine et son four, c'était quelque chose d'extraordinaire. Lorsque je suis arrivé, j'ai repris l'exploitation à la sortie du service militaire, donc en 1964. Mon père travaillait toujours avec des chevaux. Il y avait jusqu'à 9 chevaux. Et donc l'exploitation n'était pas du tout déformée par cette envie de se développer, d'aller vers le modernisme. Donc les bâtiments étaient restés à peu près dans l'état. Et par la suite, moi aussi, je me suis dit, ces bâtiments sont beaux, je n'ai pas voulu les abîmer. Et c'est pour ça qu'ils sont dans l'état. Et puis surtout, j'ai toujours eu cette idée du respect de ce que les anciens avaient fait. Je ne voulais surtout pas déshonorer ni détruire ce que nos anciens avaient fait. Il y a un four à côté de vous? Pour moi, donc déjà, vu la façon dont il est fait, quand on regarde l'intérieur avec de la pierre, qui est tout en pierre, on appelle d'ailleurs dans les églises romanes, on appelle d'ailleurs l'arrière de l'autel construit en cul de four, et ici c'est tout à fait le cas avec de la pierre. Et donc toute la façade avant s'était écroulée parce que la clé de voûte s'était brisée, et donc ces deux belles pierres qui étaient là sont tombées. J'ai tenu à remettre en valeur ce four parce qu'il fait partie
et il est surtout l'image de la vie du monde rural d'autrefois. Le four, j'ai tenu à ce qu'il soit restauré, comme je l'ai dit à l'instant, pour de nombreuses raisons. La première, peut-être, c'est parce que ça fait partie du petit patrimoine. Et un autre point, pendant la guerre, j'ai vu faire du pain dans ce four. Et ça m'a terriblement marqué que de voir maman avec les gens du coin, ils venaient, on pétrissait la farine et on mettait tout ça à cuire dans le four. Et ça, j'ai tenu à le garder parce que c'est important. Et ensuite, ça nous permet également, à travers ce four, de voir un peu l'environnement que c'était autrefois, 16e, 17e siècle. Par exemple, le petit ruisseau qui coule au bas de l'exploitation fait partie aussi de l'histoire parce que sur ce petit ruisseau, il y avait 3 moulins. Ce qui permettait donc de broyer de la farine à proximité, ce qui explique aussi la proximité du four. Et d'ailleurs, au point de vue topographique, on peut dire qu'il y a tout à côté, on s'appelle Penalein. Penalein veut dire le bout de l'étang. Un moulin qui était à proximité de cet étang. Ces moulins avaient un gros inconvénient, ils ne pouvaient fonctionner qu'en hiver. Parce que quand on voit le peu d'eau qu'il y a en été, donc c'était des moulins qui devaient en gros tourner jusqu'au 15 juin. Bon, de l'autre côté, il y avait aussi un avantage, bon, les gens stockaient de la farine, et puis il y avait de moins en moins, les céréales aussi s'amenuisaient, puisque la récolte arrivait de nouveau en août, et puis surtout pour le blé noir, aux environs du 15 septembre, 20 septembre. Parce qu'à cette époque-là, il faut dire qu'il y avait ici sur l'exploitation donc 2 ouvriers, des employés, et puis il y avait surtout derrière, ça on semble l'oublier, c'est qu'il y avait de jeunes résistants qui étaient logés là aussi. Par exemple, le mur qui est en face du petit bâtiment qui est là, a été construit par des résistants pour que les Allemands n'aient pas l'impression que ces gens-là étaient là à rien faire, quoi. Et donc ce mur a été construit pendant cette période-là. Voilà. Voilà, donc il fallait bien produire à manger aux gens. Et donc, bon ben Louis, merci. Voilà. C'était formidable, j'ai appris beaucoup de choses.